Le cœur d'acier. Une romance de gargouille protectrice. Un récit de la série Cœur d'acier. Écrit par Demelza Carlton. 1. Promets-le-moi, Carline. Carline serra les lèvres. William ne pouvait pas comprendre ce qu'il demandait. Carline, si je ne peux pas être sûre que tu seras en sécurité ici, alors tu dois venir avec moi. Elle laissa échapper un soupir frustré. Elle avait accompagné son frère lors d'un de ses voyages de livraison de grains en aval jusqu'à Fremantle, et elle préférerait naviguer jusqu'en Grande-Bretagne plutôt que de recommencer. Une journée entière sous un soleil de plomb sans abri et rien à faire, puis une nuit coincée dans une tente avec seulement une fine toile de tente entre son honneur et tous les ivrognes que les navires coloniaux britanniques avaient vomis sur les rives de la Swan River. Elle était bien plus en sécurité ici toute seule, où l'homme le plus proche était de l'autre côté de la rivière. Je serai parfaitement en sécurité ici, William, je te le promets, dit-elle. Comme il ouvrait la bouche pour protester, elle poursuivit. Au moindre signe de problème, je me réfugierai dans le moulin et fermerai la porte à clé. Je chargerai le fusil, je monterai à l'étage, et je tirerai sur tout voleur qui oserait s'approcher. Exactement. Et tu n'ouvriras cette porte à personne d'autre que moi ou Monsieur Shenton, tu m'entends? Oui, William, mentit-elle. Et c'est tout ce que tu feras. Rien d'autre, tu m'entends? Dit William, sa voix commençant à trembler. Oui, William. Je t'entends, dit Carline. Pas qu'un ordre de sa part l'arrêterait, si la sorcellerie était nécessaire pour se protéger. Et habille-toi avec tes vêtements de garçon. Juste au cas où. Et si quelqu'un demande? Je suis Colin Steele, ton frère. Je sais, William. À vrai dire, j'ai plus porté ces culottes que n'importe laquelle de mes robes depuis notre arrivée. J'en aurai bientôt besoin de nouvelles. Un froncement de sourcils plissa le front de William. Je sais que ce n'est pas convenable, mais c'est pour te garder en sécurité, Carline. Tu sais que je fais tout ça parce que je t'aime, n'est-ce pas? Elle soupira. Oui, je sais. Tu es le meilleur frère qu'une fille ou un garçon puisse avoir. Peu de frères voyageraient à l'autre bout du monde, pour protéger une sœur célibataire. Je vais bien aller, je te le promets. Va à Fremantle, occupe-toi des affaires, et rapporte des provisions fraîches pour que je puisse te préparer un dîner du dimanche qui ne soit pas du kangourou mijoté. Elle endura encore un quart d'heure de ses inquiétudes, avant que le bateau n'arrive, et que William ne soit bientôt trop occupé à charger des sacs de farine pour faire plus qu'un signe d'adieu, alors que le bateau se dirigeait vers la mer. Carline souffla. William s'inquiétait trop. Mais elle ferait aussi bien de renouveler les protections autour du moulin, juste au cas où. Avec William parti, elle n'aurait pas à cacher ce qu'elle faisait pour le garder en sécurité. Le soleil avait à peine disparu derrière les arbres de la rive opposée, lorsque quelqu'un franchit ses barrières, faisant vibrer tous ses sens. Marmonnant un juron, elle jeta l'eau de vaisselle sur le feu pour l'éteindre et se dirigea vers le moulin. Elle chargea le fusil, comme elle l'avait fait 100 fois auparavant, et s'accroupit dans l'ombre à côté de la fenêtre de l'étage. Le premier homme sortit furtivement des buissons près de l'étang du moulin, son corps brillant comme un fantôme avec la magie dont la barrière l'avait recouvert, lorsqu'il l'avait franchie. Une magie que seule elle pouvait voir, bien sûr. L'imbécile ne savait pas qu'il était illuminé, comme un feu de joie. Carline visa, puis expira avant de tirer. L'homme s'effondra. Deux imbéciles bondirent hors des buissons, cherchant le tireur. Elle les abattit aussi. Un de plus. La barrière avait sonné 4 fois, donc il y avait un quatrième homme quelque part. Carline rechargea le fusil, puis se figea en croyant avoir entendu quelque chose. Voilà encore, y avait-il quelqu'un à la porte? Elle regarda en bas, et il était là, poussant la porte comme s'il voulait entrer qu'elle le veuille ou non. La réponse est non, espèce de canaille, chuchota-t-elle en se levant pour pouvoir viser droit vers le bas. 2. Le quatrième homme s'effondra. Ce n'est qu'alors que Carline osa respirer à nouveau. La dernière fois que quelqu'un avait attaqué le moulin, il y avait eu 20 ou 30 hommes, d'après ce qu'avait dit Monsieur Shenton. Pourtant, avec ces 4 hommes à terre, le calme régnait sans autre bruit que le doux clapotis des vagues sur la rive. S'il y avait 30 hommes, elle ne ferait pas le poids contre tous. Elle aurait besoin de sa propre armée, à commander.
Ni elle ni William n'avaient l'argent pour engager des hommes pour les garder, et après la mauvaise récolte, Monsieur Shenton n'était pas non plus très riche en ce moment. Il y avait des moyens magiques d'accomplir la même chose, si elle osait. Mais non. William n'en voudrait pas entendre parler. Elle attendit peut-être un quart d'heure, avant de descendre furtivement, et de déverrouiller la porte. Le quatrième homme gisait sur le seuil, comme un sacrifice de fondation d'antan. Un guerrier tombé qui pourrait ressusciter s'il était enterré ici, avec le bon rituel. Si elle le terminait avant le matin, William n'en saurait jamais rien. 4 hommes valaient mieux qu'un seul cependant, et elle avait toute la nuit. Ce que William ne savait pas ne pouvait pas lui faire de mal. Cela pourrait même le protéger si le moulin était à nouveau attaqué. Acquiesçant pour elle-même, Carline se mit au travail. 2. Les sacrifices de fondation étaient bien plus laborieux que Carline ne l'avait imaginé. Rien que pour extraire le cœur du premier homme, elle avait mis plus d'1 heure, et c'était celui qu'elle avait abattu d'une balle dans la poitrine. Les autres hommes lui avaient pris encore plus de temps, et il y avait du sang partout. Elle devrait vider la moitié de l'étang du moulin, pour tout nettoyer une fois qu'elle aurait terminé. Elle jeta un regard plein d'envie vers l'eau, souhaitant pouvoir se laver de tout ce sang, mais le bain devrait attendre. Elle devait terminer le rituel, et enterrer ces hommes avant le matin, sinon ils ne ressusciteraient jamais. Ils seraient juste morts. Pire encore, elle devrait expliquer la présence des corps à William. Et il ne la laisserait plus jamais seule. Plus qu'un, se dit-elle. Elle avait déjà placé le morceau de pierre de fondation de la taille d'un cœur sur la poitrine des 3 premiers hommes, et le 4e attendait qu'elle termine le rituel sur le dernier homme. Son visage lui semblait familier. L'avait-elle déjà rencontré? Elle ne s'en souvenait pas. Peut-être sur le bateau, ou en passant à Fremantle. Elle secoua la tête. Peu importe qui il avait été, c'était maintenant un homme mort. Un homme qui n'aurait pas dû essayer de voler le moulin, car il passerait l'éternité à le défendre. Bien fait pour lui. Elle leva sa lame cérémonielle, et frappa profondément. Carline, que fais-tu? William surgit de l'obscurité, les yeux écarquillés, tenant sa lanterne en l'air. Il n'était pas censé revenir avant le matin. Il ne pouvait pas voir ça. Il ne comprendrait pas. Elle tenta de dissimuler le cadavre, avec son corps. Ce n'est pas ce que tu crois, William. Ces hommes ont attaqué le moulin. Je n'ai pas eu d'autre choix, que de leur tirer dessus. Ils étaient armés de haches, regarde. Elle désigna le tas de haches. Des haches anglaises, adaptées pour couper du pain ou du petit bois, ou pour forcer l'entrée du moulin, mais pas de taille face au puissant bois dur de la Swan River. Suffisamment aiguisée pour avoir pu la tuer, si elle leur avait laissé le temps de frapper. C'est pourquoi, elle ne leur en avait pas donné l'occasion. Ils lèveraient leur hache pour la défendre, une fois qu'elle aurait terminé. Aide-moi à creuser des tombes pour eux, William. Autour des murs du moulin, dit-elle. Elle aurait fini d'extraire le cœur du dernier homme d'ici là. Qu'as-tu fait? Siffla William. Il fit un geste vers le dernier homme. C'est Grant Steele, notre cousin. Et là, c'est Stanley Steele, un autre cousin. Carline, tu as tué des membres de notre famille. Des membres de la famille qui étaient venus ici pour lui nuire. Ils n'auraient pas déclenché les protections, s'ils avaient eu des intentions innocentes. Mais elle ne pouvait pas dire cela à William, car elle aurait alors dû admettre qu'elle avait mis en place les protections, et elle n'en finirait plus d'en entendre parler. Je ne faisais que me défendre, dit-elle. Eh bien, c'était vrai. Même maintenant, elle essayait de les protéger. Non, c'est de la sorcellerie, Carline. Ce que tu avais juré d'avoir laissé derrière toi, et de ne plus jamais refaire. Si quelqu'un ici découvre que tu es une sorcière. William déglutit, les ombres faisant paraître sa pomme d'Adam encore plus cadavérique. Nous devons enterrer les corps. Elle acquiesça. Oui. Comme je l'ai dit. Non, Carline. Nous devons les enterrer aussi loin d'ici que possible. Là où personne ne les trouvera. Mais c'est de la famille. On ne peut pas simplement enterrer des membres de la famille, dans une tombe perdue dans la brousse. Ils méritent des funérailles décentes. C'est le moins qu'on puisse faire. Un sacrifice de fondation était des funérailles décentes, avait-elle envie de lui crier. C'était des funérailles,
approprié pour un ennemi. Ces hommes étaient peut-être ses cousins, mais ils n'étaient pas de la famille, pas comme William et elle l'étaient. La famille se protège mutuellement. William hocha la tête, comme s'il pouvait lire dans ses pensées. Je vais les emmener au cimetière. Personne ne remarquera une tombe de plus là-bas, et c'est le moins qu'on puisse faire pour la famille. Il saisit le dernier homme sous les épaules, et le souleva. Le cœur de l'homme tomba de sa poitrine aux pieds de Carline. William ne le remarqua pas, il était trop occupé à traîner le corps jusqu'au bateau à côté de l'étang du moulin. Elle ramassa le cœur, et le laissa tomber dans un seau avec les autres. William transporta les 4 cadavres dans le bateau, puis ajouta une pelle et poussa vers l'étang. Nettoie tout ce bazar. Je veux qu'il n'y ait plus aucune trace de leur passage quand je reviendrai, tu m'entends? Carline commença à hocher la tête, puis s'arrêta lorsque William jura. Je dois aller à York demain matin. Je suis revenu ce soir pour pouvoir partir tôt. Mon Dieu, Carline, si je n'étais pas rentré plus tôt. Ils auraient eu 4 guerriers immortels pour les protéger, et William n'aurait plus à s'inquiéter pour elle. William, écoute-moi. Si tu me laissais juste finir. Ça suffit, Carline. Ça s'arrête maintenant. Nettoie ce bazar, ou je dirai moi-même au gouverneur que tu es une sorcière. Et elle brûlerait à coup sûr, ou peut-être serait-elle pendue. Les sorcières n'étaient pas les bienvenues dans les colonies, pas plus qu'elles ne l'étaient en Grande-Bretagne. Peu importait que ces sorts n'aient jamais été que pour le bien. William, je t'en prie. Nous en discuterons à mon retour de York. Je serai peut-être absent quelques jours. Shenton veut que je m'assure d'avoir tous les accords en place pour la récolte de l'année prochaine, afin de justifier la construction d'un nouveau moulin. Maintenant, sois une bonne sœur célibataire, et veille à ce que ma maison soit en ordre pour mon retour, d'accord? Il esquissa un faible sourire, comme si tout allait être pardonné et oublié. Carline s'affaissa. Oui, William. S'il enterrait les cadavres quelque part, peut-être pourrait-elle encore les réveiller. Elle aurait juste besoin de savoir où. Bonne fille. Meilleur qu'il ne le saurait jamais, pensa-t-elle, en trouvant un seau propre pour le remplir d'eau de rivière afin de nettoyer les preuves. 3. Il devait être près de minuit, lorsque le seau glissa des bras douloureux de Carline, et qu'elle n'eut plus l'énergie de se pencher pour le ramasser. Elle s'occuperait de ce qui restait du désordre le lendemain matin. Elle envisagea de s'effondrer simplement sur son lit dans la tente qui était ce qui se rapprochait le plus d'un logement correct, mais l'inquiétude que les hommes qu'elle avait tués puissent avoir des complices qui viendraient les chercher, la poussa à se diriger vers le moulin à la place. Elle traîna ses affaires à l'étage supérieur, cala la porte et essaya de dormir. Mais le sommeil ne vint pas. Malgré ses efforts, les visages des hommes qu'elle avait tués la hantaient, bien qu'elle ne pût se faire une image claire d'aucun d'entre eux. Peut-être que 2 d'entre eux étaient ses cousins, mais comment aurait-elle pu les connaître? Il y avait plus de 2000 personnes dans la colonie, réparties sur des centaines de kilomètres de côte. William ne pouvait pas s'attendre à ce qu'elle les connaisse tous, ni même à ce qu'elle les ait tous rencontrés. Elle ne savait pas ce qui était le pire, attaquer et voler sa famille, ou les tuer en légitime défense. Si tant est qu'ils fussent de sa famille, car elle avait du mal à croire qu'elle et William puissent partager le même sang que ces voleurs sans scrupules. S'ils avaient seulement demandé son aide, sa charité, elle aurait pu leur donner de la nourriture. Mais le sort de protection avait reconnu leurs mauvaises intentions, et elle ne doutait pas de sa propre magie. Elle pouvait toujours compter sur la magie pour la protéger, alors que les hommes étaient au mieux discutables. Si seulement elle avait réussi à terminer le rituel. Elle aurait alors 4 protecteurs immortels, au lieu de seulement 4 cœurs dans un seau, dont elle ne savait que faire. Attends, n'y avait-il pas un sort qui nécessitait le sang du cœur d'un parent? C'était l'un des rituels les plus sombres du grimoire qui était dans sa famille depuis des générations, plus sombre encore que les sacrifices de fondation, car il ne nécessitait pas seulement un sacrifice humain, mais une véritable communion avec le diable, le genre de chose pour laquelle les sorcières avaient été brûlées au cours des siècles passés. Non pas que cela ait de grandes chances de fonctionner. Carline n'avait jamais tenté aucun des rituels sombres avant cette nuit. Elle n'avait même jamais lancé de malédiction pour un mal de tête auparavant. Mais maintenant, ça ne ferait pas de mal de juste lire le rituel, n'est-ce pas?
pour découvrir ce qu'elle pourrait négocier avec la magie et le sang du cœur de son parent. Elle feuilleta les pages, souhaitant pouvoir se rappeler où elle l'avait vu. Ah, le voilà, coincé à côté du dessin le plus horrible d'un démon. Elle sautait habituellement cette page aussi vite que possible, car le grand monstre chien cornu semblait la fixer, comme s'il pouvait lui voler son âme si elle soutenait son regard assez longtemps. Des taches sombres maculaient la page. Peut-être le sang même du cœur qu'une sorcière morte depuis longtemps avait utilisé par le passé, et les instructions étaient difficiles à lire. Carline plissa les yeux, s'efforçant de déchiffrer les vieux mots et de les traduire en anglais moderne. Pour appeler non, pour invoquer un démon. Je pense que c'est un démon protecteur, depuis le fond, non, les niveaux inférieurs de l'enfer, un esclave pour faire la volonté de la sorcière, prendre un cœur, humide de ton sang ou de celui de ta famille. En fait, le sort ne semblait pas si difficile. Le cœur ensanglanté devait être placé dans un cercle spécialement conçu, dans lequel le démon invoqué devait rester jusqu'à ce que le cœur soit consommé, après quoi il ferait sa volonté. Un peu comme un sacrifice de fondation, mais au lieu d'un guerrier immortel, elle aurait un démon protecteur à la place. Avec un démon à ses côtés, personne n'oserait plus jamais essayer de la voler. Eh bien, elle avait 4 cœurs, suffisamment pour essayer le sort 4 fois. Si elle échouait, alors elle échouerait, mais si elle réussissait. Avant qu'une heure ne se soit écoulée, elle avait tout assemblé au rez-de-chaussée du moulin. Un cœur dégoulinant était posé sur la meule, et la pierre elle-même était entourée de sel, puis de runes écrites avec le sang du cœur et d'un cercle de bougies allumées, le tout entouré d'un autre cercle de sel. Une chose était certaine, qu'elle réussisse ou non à invoquer un démon, elle balayerait soigneusement le sol du moulin le lendemain matin. Maintenant, tout ce qu'elle avait à faire était de prononcer correctement l'incantation, et un démon devrait apparaître, prêt à obéir à ses ordres et à la protéger. Ou bien, il serait tellement furieux d'avoir été traîné ici, qu'il la dévorerait instantanément avant de retourner en enfer, et William ne saurait jamais ce qu'elle avait fait. Ah, qui essayait-elle de tromper? Il fallait une sorcière puissante pour invoquer quoi que ce soit, et encore plus un démon, et elle ne se faisait aucune illusion sur son pouvoir. Le sort échouerait, elle enterrerait les cœurs s'ils survivaient au sort, et elle monterait se coucher ou du moins essayer. Silencieusement, elle relut l'incantation. Grossièrement traduite, elle ordonnait à un démon d'entrer dans le cercle et d'accepter d'exaucer tous ses désirs, jusqu'à ce qu'elle choisisse de le renvoyer de son service. Cela semblait être une chose étrange à demander, mais elle n'allait pas discuter avec un sort. Du moins, pas avant d'avoir essayé et échoué à le réaliser quelquefois. Bon, première tentative, dit Carline, puis elle prit une profonde inspiration et commença à lire à haute voix le livre. 3 fois elle récita l'incantation. Et rien. Pas même un filet de fumée, encore moins un gros démon imposant. Oh attends, il y avait quelques mots faiblement écrits au bas de la page qu'elle n'avait pas vus auparavant, si effacés, qu'il était difficile de les distinguer. Il disait que l'incantation devait être répétée autant de fois que le nombre du diable, ou jusqu'à ce que le démon apparaisse. Le nombre du diable n'était-il pas 666? Elle devait répéter l'incantation des centaines de fois. Cela prendrait toute la nuit. Elle lança un regard noir au livre. Pourquoi invoquer un démon devait-il être si terriblement difficile? Elle envisagea de balayer tout ce bazar, et de le jeter dans la rivière. Mais c'était sa seule chance d'accomplir le rituel. Elle n'arriverait peut-être pas à le réaliser, mais elle ne le saurait jamais si elle n'essayait pas. Et elle se poserait toujours la question. Si elle n'arrivait pas à invoquer un démon, alors elle abandonnerait complètement la sorcellerie, se dit Carline. Elle prétendrait être une vieille fille normale et soumise, tenant la maison pour son frère et n'utilisant plus jamais la magie. Il aimerait ça, n'est-ce pas? Tous les hommes ici aimeraient ça. La transformer en une souris sans défense, s'escrimant comme femme de ménage, cuisinière, lavandière et par 3 fois maudite tireuse d'élite. Elle ne serait plus une esclave, vivant dans la peur. Elle invoquerait un fichu démon, et il pourrait la protéger pendant son sommeil. Carline commença l'incantation à nouveau. Elle la répéta encore et encore, jusqu'à ce qu'elle n'ait plus besoin de regarder le livre pour se souvenir des mots qui résonneraient à jamais sur sa langue. Je vous ordonne, démon. Je vous ordonne. Je vous ordonne, démon, d'entrer dans ce cercle.
Je vous ordonne. La fureur la guidait, chargeant ses membres d'une énergie dont elle ignorait la provenance. Si elle ne pouvait pas invoquer un simple démon, alors quelle sorte de sorcière était-elle? Elle aurait dû rester chez elle et épouser un apothicaire, ou même un simple ouvrier, et elle vivrait maintenant dans une maison avec un toit, au lieu de dormir sous une tente sur le sable, à l'autre bout du monde dans cet endroit maudit rempli de serpents, de kangourous géants bondissants et d'araignées aussi grandes que sa main et... Attends, était-ce une ombre au-dessus de la meule? Grandissant, comme de la fumée s'élevant d'un feu, sauf qu'elle n'avait jamais vu un feu aussi grand en dehors de la nuit du feu de joie, ni autant de fumée. Carline termina l'incantation et recommença, mais il y avait trop de fumée, descendant dans sa gorge et essayant de l'étouffer. Elle ne pouvait pas respirer. L'obscurité s'empara d'elle, écrasant l'air de ses poumons et volant jusqu'aux pensées de sa tête jusqu'à ce qu'elle ne sache plus rien. 4. Je te commande, démon, d'entrer dans ce cercle. L'exaltation lui coupa le souffle, et le balai faillit lui glisser des mains. Une invocation. Oh, une invocation. Il ne se souvenait plus depuis combien de temps, il n'avait pas été appelé à la surface, pour un répit loin de l'enfer. Il lui semblait qu'il nettoyait le 8e cercle depuis une éternité, attendant justement ce genre d'opportunité. Enfin, elle était arrivée. Il se précipita pour être le premier au portail. Celui-ci brillait déjà de la puissance du sort de l'invocateur. Lorsqu'il atteindrait son apogée, le portail aveuglant serait visible même depuis les plus hauts niveaux de l'enfer, et chaque démon, rejeton infernal et âme damnée se dirigerait vers lui, et la liberté qu'il offrait. Un combat avait déjà éclaté, entre 2 rejetons infernaux et un diablotin. 3 autres diablotins étaient assis sur un chien des enfers de l'autre côté de la caverne, pariant sur l'issue du combat, et lançant des boules de feu sur les combattants. « Avez-vous entendu qui ou quoi l'invocateur veut » demanda-t-il aux diablotins. Les diablotins ricanèrent. L'accomplissement d'un désir. Ça doit être un invocateur vierge. On devrait envoyer le chien des enfers. Ça leur apprendra à ne pas être spécifique. Envoyez-moi. Je peux faire bien plus de dégâts que n'importe quel chien des enfers, dit-il. Les diablotins échangèrent des regards avant que l'un d'eux ne dise « Gagne la bagarre contre ces deux-là et c'est à toi. » 2. N'était-il pas 3? Il cligna des yeux. Le diablotin avait quitté la mêlée pour se plier en deux de rire sur le sol, tandis que les 2 rejetons infernaux, un mâle et une femelle, continuaient de se battre. Elle avait pris la forme d'une harpie, et avait enfoncé ses griffes profondément dans le dos du mâle, arrachant des morceaux de chair dans sa quête pour lui arracher le cœur. Le mâle court et trapu, 2 fois plus large que haut, était armé d'un fouet barbelé qu'il s'affairait à faire claquer par-dessus son épaule pour déchirer toutes les parties de la harpie qu'il pouvait atteindre. Des traînées de sang coulaient sur ses joues, et l'une de ses ailes était réduite en lambeaux, pourtant elle continuait à se battre. Celui qui passerait le portail pour répondre à l'invocation obtiendrait un tout nouveau corps, donc tout ce qu'elle avait à faire était de survivre au combat, aussi grièvement blessée qu'elle puisse être. S'il avait eu plus de temps, il les aurait laissés se déchirer l'un l'autre, puis serait passé devant leur corps mourant pour entrer dans le portail, mais la lumière devenait de plus en plus brillante à chaque instant, et les cris de guerre impatients de la horde qui descendait se faisaient de plus en plus forts. Heureusement qu'il avait choisi le corps d'un diable ailé colossal, formé à l'image de Lucifer lui-même, pour mieux supporter les lourds travaux du 8e cercle. Il cassa le manche du balai sur sa cuisse, et s'avança vers le couple en train de se battre. Avec des bras gonflés de muscles à force de porter des cadavres, il les sépara d'un coup sec, secouant le sang qui éclaboussait de leurs blessures, alors qu'il les laissait tomber tous les 2 sur le sol. Le morceau le plus court du manche de balai traversa la gorge de la harpie, faisant taire ses cris. Le morceau le plus long, avec la tête du balai encore attachée, il l'enfonça dans la poitrine trapue du mâle, jusqu'à ce que la pointe racle le sol de pierre en dessous. Le mâle lui cracha du sang dessus. Je voulais goûter à la chair humaine. Si douce. Ses paroles s'estompèrent en même temps que son cadavre. Au moins, il n'aurait pas à nettoyer ces 2-là, ils obtiendraient de nouveaux corps à l'aube du jour suivant. Telle était l'existence immortelle d'un rejeton infernal. Le chemin vers le portail était dégagé. Pas pour longtemps. Au vainqueur les dépouilles, gloussèrent les diablotins avant de se rouler par terre de rire. Va,
avant que d'autres n'arrivent, que la chance du diable t'accompagne, rejetons de Lilith. Il hésita. La chance du diable était la pire qu'on puisse lui souhaiter, et il le savait bien. Qu'entendez-vous par là? Demanda-t-il, se préparant à combattre les diablotins aussi s'il le fallait. Les voilà qui arrivent. Les diablotins étaient maintenant debout, une boule de feu fumante dans chaque main. C'était maintenant ou jamais, malchance ou pas. Il plongea vers le portail, avec une demi-douzaine de boules de feu volantes sur ses talons. 5. La caresse fraîche d'une brise sur sa peau était ce qui se rapprochait le plus du paradis qu'il ait jamais connu. Mais il n'eut même pas un instant pour en profiter, car les boules de feu traversèrent le portail une fraction de seconde après lui, le forçant à s'aplatir au sol pour éviter d'en devenir la cible. Les boules de feu s'écrasèrent contre les murs à la place, embrasant l'endroit de lumière. Une invocatrice novice en effet, personne ayant de l'expérience en magie noire n'invoquerait un démon à l'intérieur. Il se releva, cherchant l'invocatrice du regard. Oh, par le testicule gauche de Lucifer, une vraie débutante en effet, une jeune sorcière serrant un grimoire contre sa poitrine, qui toussait dans la fumée envahissant déjà l'air. Alors qu'il l'observait, elle s'évanouit, et aurait heurté le mur en flammes derrière elle s'il ne s'était pas précipité pour la rattraper. Pas question que sa première invocation depuis des siècles se termine avec la mort de sa nouvelle maîtresse, quelques secondes après son apparition. Non, il avait l'intention de rester ici, aussi loin que possible de l'enfer, aussi longtemps qu'elle le voudrait. Mais d'abord, il devait la sortir de cet enfer, car le feu violent avait atteint le toit, et toute la structure s'effondrerait bientôt. C'était une petite chose blottie contre sa poitrine, mais il ne commit pas l'erreur de la croire faible. Elle l'avait invoquée depuis l'enfer, n'est-ce pas? Et malgré ses efforts, il ne parvenait pas à lui arracher le grimoire des doigts. Il la porta à l'extérieur dans l'air nocturne, cherchant un endroit où il pourrait la déposer en sécurité. Le sol dans toutes les directions n'était qu'un bourbier boueux, ressemblant au 3e cercle de l'enfer. Enfin, sauf qu'il n'y avait pas d'âme damnée ni de chien à 3 têtes à affronter. Juste l'air frais de la nuit, et le clapotis des vagues sur une plage sombre. Il chercha un terrain plus élevé, un endroit qui pourrait être sec, et c'est là que la chance lui sourit. Sur la colline surplombant leur position actuelle, se dressait une tente brillant d'un blanc fantomatique au clair de lune. Ce devait être la chambre de sa jeune maîtresse, et c'est là qu'il l'emmènerait, pour attendre qu'elle se réveille, afin de pouvoir exaucer tous ses désirs. 6. Lorsque Carline se réveilla, sa bouche et sa gorge la brûlaient comme si elle avait mangé des cendres chaudes. Oh bon sang, elle avait essayé d'invoquer un démon dans le moulin, et elle avait dû s'évanouir d'une manière ou d'une autre. Elle avait de la chance de ne s'être pas cogné la tête sur quoi que ce soit, en tombant. Elle essaya de s'asseoir, mais le martèlement dans sa tête la força à se rallonger, où la douleur n'était supportable que si elle restait allongée, plissant les yeux vers la toile de la tente. Ce n'était pas possible. William avait dû revenir et l'amener ici, ce qui signifiait qu'il avait vu le désordre dans le moulin, et... Je peux expliquer, croissa-t-elle. Expliquer quoi, maîtresse? Ce n'était pas la voix de William. Elle était plus profonde et plus sombre, comme de la mélasse versée sur du gravier et des rochers. Pas la voix de quelqu'un qu'elle avait déjà entendu, car elle se serait souvenue d'une voix qu'elle pouvait ressentir jusqu'au plus profond de ses os. Elle osa tourner la tête pour apercevoir. Oh mon Dieu! Carline ferma les yeux, mais il était trop tard. Elle avait vu l'image du monstre dans le livre, prenant vie, mais à une échelle bien plus grande qu'elle ne l'avait imaginée. Non, maîtresse, je ne suis pas si élevée. Juste votre démon, comme demandé. Elle aurait aimé pouvoir se souvenir. Il y avait eu cette ombre et de la fumée, et puis, elle s'était réveillée ici avec un monstre penché sur elle. Comment suis-je arrivée ici? Demanda-t-elle. Il baissa la tête, ce qui lui donna une meilleure vue sur ses cornes. Enroulées, comme celles d'un bélier, mais terriblement pointues aux extrémités. Je vous ai porté, maîtresse. Le bâtiment où nous étions a pris feu, à cause des flammes de l'enfer qui m'ont accompagné, et la fumée vous a fait perdre conscience. J'attendais que vous vous réveilliez, pour que vous puissiez me dire ce que vous désirez. Un monstre qui s'enquérait de ses désirs. Carline sentit monter un rire hystérique, mais elle le réprima. Mieux valait ne pas laisser le démon penser qu'elle était folle.
À moins qu'elle ne soit folle, et qu'elle n'imagine simplement le démon. Il ressemblait étrangement au dessin de son livre. Je désire que tu t'éloignes de moi. Ton apparence est assez effrayante, dit-elle. Il fronça les sourcils. Je ne suis pas comme vous le désirez, maîtresse. Dites-moi ce que vous désirez, et je m'efforcerai de vous satisfaire. Ses yeux transpercèrent les siens, et elle eut l'impression qu'il fouillait son âme. Ou qu'il faisait quelque chose à son intérieur, en tout cas. Sans jamais rompre son regard, il commença à changer. Son énorme front et les cornes qui s'y trouvaient, commencèrent à rétrécir, de même que son museau canin, jusqu'à ce que son visage paraisse presque humain. Sa peau passa du gris foncé au brun, comme celle d'un ouvrier qui passait toute la journée au soleil, travaillant dur pour développer tant de muscles sur des muscles. Elle n'avait jamais vu un homme dans un tel état de déshabillage, et cela provoquait des sensations étranges dans son bas-ventre, plus bas qu'auparavant. Cette forme est-elle plus à votre goût, maîtresse? Demanda-t-il. Il y avait moins de gravier dans sa voix, mais il l'avait remplacée par de la mélasse. Si possible, son nouveau ton résonnait encore plus dans ses os qu'auparavant. Et pourquoi sa bouche était-elle si sèche? Ma bouche a un goût de cendre et de fumée, dit-elle, évitant sa question. Il inclina la tête. Alors je vais vous chercher à boire, maîtresse. Il revint avec un gobelet de l'eau-de-vie médicinale de William, comme si, une fois de plus, il avait lu dans ses pensées. Carline le but d'un trait en 3 gorgées. Sa gorge brûlait toujours, mais d'une bonne façon cette fois. « Quel est ton nom, démon ?» demanda-t-elle. Il secoua la tête. « Je n'ai pas de nom, maîtresse. »« Tout le monde a un nom. Les autres démons doivent bien t'appeler quelque chose, » insista Carline. « Je suis un rejeton de l'enfer, maîtresse, l'un des milliers de progénitures de Lilith et Lucifer, tous nés en même temps pour servir en enfer. La plupart du temps, ils nous appellent tous Spawn, car l'un d'entre nous est identique à un autre pour les démons supérieurs. Eux ont des noms, comme le Seigneur Lucifer et Lilith et Gérion et Ananiel, mais pas nous. » La pitié la frappa durement, et il lui fallut un long moment avant de pouvoir penser à ce qu'elle allait dire à cela. Pas de nom. Un parmi des milliers. Elle ne pouvait même pas commencer à imaginer. Eh bien, je ne peux pas t'appeler Spawn. Ça veut dire enfant, et un grand et féroce démon comme toi n'est certainement pas un enfant, dit-elle. Il sourit. Non, maîtresse, la forme de vos désirs est en effet des plus plaisantes. Une telle force et une telle puissance ressemblent presque à la forme que je préfère en enfer. Elle n'osait presque pas demander, mais la curiosité l'emporta. À quoi ressembles-tu habituellement, alors? Il fit un geste vers son corps. À peu près comme ça, maîtresse, mais avec des ailes. Montre-moi. Les mots sortirent avant qu'elle n'y ait vraiment réfléchi. Et ses ailes aussi, de grandes choses membraneuses qui tenaient à peine dans la tente, avec des éperons osseux pointus saillant des articulations. Je peux les toucher? Souffla-t-elle. Je suis à vos ordres, maîtresse. Vous m'avez invoqué, après tout. Il inclina son aile pour qu'elle n'ait qu'à tendre la main, pour la toucher. Douce comme le plus fin cuir de chevreau, et chaude de la chaleur de son corps. Son ventre fit à nouveau cette chose tordue alors qu'elle imaginait toucher plus de lui, pour voir si la peau du démon était aussi douce que ses ailes. Il tomba à genoux à côté d'elle, et écarta largement les bras. Comment voulez-vous que je vous fasse plaisir d'abord, maîtresse? 7. Que veux-tu dire? Exigea Carline. Le visage du démon s'illumina d'un sourire qui le faisait ressembler davantage à un ange qu'à un habitant de l'enfer. Oh, tu es vraiment une invocatrice vierge. Je ne me souviens pas de la dernière fois que j'ai servi quelqu'un d'aussi innocent. Tu m'as invoqué pour être ton amant, maîtresse, pour assouvir tes désirs. Si tu cherches une défloration plaisante, tu as définitivement invoqué le bon démon pour cela. Pourquoi moi-même j'ai été déflorée tant de fois, par tant d'invocateurs, que j'ai mis au point la façon parfaite et la moins douloureuse d'initier une fille à l'épanouissement complet de sa féminité. En fait, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas être déflorée plus d'une fois. Une fois que tu as perdu ta fleur, elle est partie. Et tu es un homme. Les hommes ne peuvent pas, ils n'ont pas les parties. Oh, elle rougissait. Elle pouvait sentir ses joues brûler. Si William pouvait l'entendre maintenant, il penserait qu'elle était devenue folle, à parler de telles choses. Elle n'était pas sûre qu'il aurait tort d'ailleurs.
Le démon gloussa, un grondement bas qui lui faisait des choses à l'intérieur. Oh maîtresse, pour les humains c'est peut-être ainsi, mais pour les démons c'est très très différent. Un corps ne peut être défloré qu'une fois, mais chaque fois qu'un démon est invoqué, nous prenons la forme que notre invocateur désire. Donc si le maître désire une douce jeune vierge, alors pour lui je suis une douce jeune vierge, jusqu'à ce qu'il me renvoie en enfer. Ensuite il n'a qu'à me rappeler, et j'apparais dans un nouveau corps, exactement comme il le désire. En fait, il y avait une certaine tenancière de bordel qui était aussi une sorcière accomplie, et elle nous invoquait pour ses clients, ceux qui payaient une prime pour ce genre de pureté qu'on trouve rarement dans un bordel. La tête de Carline tournait. Arrête s'il te plaît, arrête. Dois-je comprendre que tu es un démon, que je t'ai invoqué, et que tu n'as ni forme ni nom excepté ceux que je choisis de te donner? Le démon acquiesça. Mais. Carline chercha le livre, s'en saisit, feuilleta furieusement les pages puis tendit celle avec le sort d'invocation dessus. Mais regarde. J'ai invoqué un protecteur, pas un amant. Il n'y a rien ici à propos de tout ça. Elle tendit le livre pour qu'il puisse voir la vérité par lui-même. Le démon prit délicatement le livre dans ses énormes mains, secouant la tête. Maîtresse, je peux voir l'image d'un chien des enfers sur la page, comme je vous suis d'abord apparu, mais aucun de ces symboles ne signifie grand-chose pour moi. La lecture est pour les démons supérieurs, et ceux qui en ont besoin. Je ne suis qu'un modeste rejeton de l'enfer, fait pour le travail manuel, et toutes les tâches de base que l'enfer et ceux qui m'invoquent jugent bon de me confier. Elle saisit le livre et pointa les mots, les lisant à haute voix pour qu'ils comprennent. Tu vois? Il est dit que pour invoquer un démon protecteur, je dois répéter cette incantation, en me tenant hors du cercle triple ensorcelé autour du sang du cœur de mon parent. Il secoua la tête. Maîtresse, quiconque a écrit de telles choses dans votre livre s'est trompé. Cette incantation ici, celle où vous ordonnez à un démon de venir et de satisfaire votre désir, sans nommer le démon, eh bien, ce sont les mots pour vous apporter un amant. Je les ai entendus assez souvent, car c'est la seule incantation à laquelle un humble rejeton de l'enfer peut répondre. Ma seule chance de quitter l'enfer, ne serait-ce que pour un moment. Alors je connais ces mots comme une bénédiction du ciel, maîtresse, et avoir le plaisir de répondre à votre invocation. Comme vous me l'ordonnez, je ferai tout ce que vous demanderez. N'importe quoi, pour que je puisse rester ici un peu plus longtemps. Tout plaisir que vous désirez, vous n'avez qu'à le nommer, et je vous le donnerai. Il tomba à genoux, ses muscles de la cuisse gonflant sous son poids. Une jambe était facilement aussi large qu'elle, pensa Carline. S'asseoir sur ses genoux serait aussi spacieux que n'importe quelle chaise, et s'il enroulait ses bras fort autour d'elle, elle savait qu'elle serait en sécurité. Personne d'autre ne pourrait la toucher. Quel est votre ordre, maîtresse? Gronda-t-il. Protège-moi, dit-elle. Protège-moi de tous les hommes sans scrupules de cette colonie, qui prendraient ma personne ou la propriété de mon frère pour eux-mêmes. Protège-moi de ceux qui me feraient du mal, et je te garderai à mes côtés, loin de l'enfer, aussi longtemps qu'il sera en mon pouvoir. Jusqu'à ce que vous me congédiez, ou que l'un de nous meure, maîtresse. C'est généralement ainsi que fonctionne une invocation, dit-il. Carline hocha la tête. Très bien. Protège-moi, et tu pourras rester aussi longtemps que je vivrai. Il s'inclina profondément. Ce sera mon plaisir, maîtresse. 8. Durant toute cette première journée, et bien avant dans la nuit, Carline avait perdu le compte du nombre de fois où elle s'était surprise à observer le démon monter la garde, ou patrouiller aux frontières de la propriété de M. Shenton. Il s'était fabriqué une sorte de pagne à partir d'un morceau de tissu brûlé, qu'il avait récupéré dans les cendres qui étaient tout ce qui restait du moulin, et c'était tout ce qu'il portait, en éparpillant des cendres sur les taches de sang restantes qu'elle n'avait pas réussi à laver la veille au soir. Ainsi, lorsque le capitaine Ellis du régiment arriva à la rame dans l'étang du moulin pour s'enquérir de son bien-être, elle fut en mesure de raconter une histoire cohérente sur le fait qu'elle s'était endormie dans le moulin avec une bougie allumée, et qu'elle l'avait renversée dans son sommeil. Sans la présence d'esprit du nouveau laboureur du moulin, elle fit un geste en direction du démon, elle aurait pu brûler avec le moulin. Tous les effets personnels du laboureur, y compris ses vêtements, avaient été consumés par l'incendie, tandis que le pauvre homme avait travaillé une bonne partie de la nuit pour éteindre le feu. Bien sûr, c'est à ce moment-là que le démon avait choisi de venir se joindre à la conversation,
ce qui nécessita des présentations. Monsieur Elspawn n'était guère un nom qu'elle pouvait donner au capitaine Ellis, et d'une manière ou d'une autre, sa langue hésitante l'avait transformé en Monsieur Bell, Sean Bell. Voici le capitaine Ellis, capitaine du régiment, conclut-elle, espérant que les hommes se serraient la main pour en finir. Le démon afficha un sourire chaleureux, et serra vigoureusement la main du capitaine. Enchanté, capitaine Ellis. Tout ami de la maîtresse est mon ami. Carline fronça les sourcils. Je m'appelle Mademoiselle Steele, Sean, et c'est ainsi que vous devez m'appeler. Je ne suis la maîtresse de personne. Elle aurait aimé que ses joues ne s'échauffent pas, à cette simple pensée. Peut-être était-ce l'œuvre du démon, la faisant rougir debout là, ressemblant à un homme presque nu avec tous ses muscles sur muscles. Le démon baissa la tête. Oui, Mademoiselle Steele. Bien sûr, Mademoiselle Steele. Le regard du capitaine Ellis passa de Carline au démon puis revint sur elle, comme s'il pouvait lire dans ses pensées et qu'il n'approuvait pas. Bien sûr qu'il n'approuvait pas. Les hommes pouvaient convoiter les femmes et les traiter comme des objets, mais qu'une femme ait ne serait-ce qu'une pensée lubrique envers un homme, aussi innocente soit-elle, était bien trop dangereux pour être toléré. Monsieur Bell, compte tenu de la perte de tous vos effets en aidant Mademoiselle Steele ici présente, je suis sûr que nous pourrons vous trouver des vêtements à votre taille. L'un des hommes du régiment doit bien avoir quelque chose qui vous ira. Je m'en occuperai sans tarder. Sans un mot de plus, il tourna les talons et retourna à son bateau. Lorsque l'homme fut à mi-chemin de la traversée de la rivière, et bien hors de portée de voix, elle osa parler à nouveau. Tu ne peux dire à personne ce que tu es, ni d'où tu viens. Si quelqu'un découvre que j'ai invoqué un démon, ils me brûleront ou me pendront à coup sûr, et toi tu seras renvoyé en enfer. Ils doivent penser que tu es un ouvrier humain normal. Le démon rayonna. Oh oui, Mademoiselle Steele. Monsieur Sean Bell, comme vous m'avez nommé. Mon tout premier nom humain respectable. Il coule si bien sur la langue en plus. Sean. Monsieur Sean Bell. Cela me procurera un frisson de plaisir, chaque fois que je vous l'entendrai prononcer, maîtresse. Je veux dire. Mademoiselle Steele. Il baissa la voix pour chuchoter. Cela a d'autres avantages aussi. Si je venais à être tué à votre service et renvoyé en enfer, vous auriez maintenant un nom pour m'invoquer. Ainsi, au lieu d'invoquer n'importe quel démon, vous pouvez être certaine que je viendrai quand vous m'appellerez. Il s'inclina puis reprit sa patrouille. Carline l'observait, ses muscles bougeant dans ses jambes à chaque foulée aisée, ses bras pompant et faisant jouer tous ses muscles dans son dos, qu'elle n'avait jamais vraiment remarqué chez un homme auparavant, mais dont elle ne pouvait maintenant détacher son regard. L'invoquer à nouveau. Bon sang, elle n'était toujours pas sûre de la façon dont elle avait réussi à l'invoquer une première fois. Et l'idée qu'il meure à son service, même s'il la protégeait, non, elle ne voulait même pas y penser. Non, Monsieur Sean Bell, anciennement démon des enfers, n'irait nulle part si elle avait son mot à dire. Oh, et le voilà qui sortait des buissons, et marchait vers elle cette fois. Ses muscles pectoraux et les ondulations de son ventre, pourquoi était-il presque hypnotique? Il lui fallut certainement un long moment, après qu'il l'eut dépassée pour chasser cette image de sa tête, et se rappeler ce qu'elle faisait. 9. Il défilait dans ses rêves ne portant qu'un pagne, bien que le capitaine Ellis lui eût apporté des chemises, des pantalons et des bottes. Il avait aussi des cornes qui s'emmêlaient dans ses cheveux quand il l'embrassait, pressant ce corps dur et musclé contre le sien. Elle ne portait qu'une fine chemise de nuit, qu'il déchira d'un coup de griffe avant que ses mains ne se posent sur ses seins, les pressant doucement tandis que son souffle se bloquait dans sa gorge à l'idée que quelqu'un la touche à un endroit si intime. Puis sa main glissa plus bas, le long de son ventre et entre ses jambes, vers un endroit encore plus secret. La chaleur de sa main l'envahissait, alors même qu'elle l'accueillait en elle, écartant davantage les jambes, jusqu'à ce qu'une sorte d'explosion de plaisir la secoue, la faisant éclater alors même qu'elle criait de joie. Miss Steele. Que désirez-vous? Elle ouvrit les yeux pour trouver le démon, Sean, penché sur elle, ses yeux reflétant la flamme de la lanterne qu'il tenait. Vous nue et dans mon lit, voulait-elle dire, mais elle n'osait pas. Dieu merci, ce n'était qu'un rêve. Rien, Sean, rien. Je dormais, dit-elle à la place. Il fronça les sourcils. Mais vous avez appelé mon nom, Miss Steele. Vous l'avez crié avec une telle urgence, que je n'ai pu résister à votre appel. Je peux sentir votre excitation, Miss Steele,
Est-ce du plaisir que vous désirez? Dites-le-moi, et je vous en donnerai toute la nuit, si tel est votre souhait. Ne soyez pas ridicule. Je ne suis pas mariée, et je resterai vierge jusqu'à ce que je me marie, ou jusqu'à ma mort comme il se doit. Je ne pourrai jamais faire une telle chose. Cela ne se fait tout simplement pas. Le démon rit doucement. Miss Steele, je vous assure que j'ai connu de nombreuses vierges vertueuses qui ont éprouvé beaucoup de plaisir avant même d'atteindre le lit conjugal. Voyez-vous, il existe 1000 façons de donner du plaisir à une femme, m'a dit un jour un vieux eunuque, et la plupart ne laissent aucune trace, si ce n'est le sourire sur son visage et les battements rapides de son cœur. En fait, j'en ai essayé plus de 900 avec une Vestale, qui est morte Virgo intacta. Je peux vous montrer, si vous voulez. 900? Bon Dieu, que pouvait-il bien vouloir dire? Je suis à vos ordres, Miss Steele, lui rappela-t-il. Elle voulait tellement dire oui, mais elle n'osait pas. Au lieu de cela, Carline secoua la tête. Sean, j'ai besoin que vous me protégiez, sinon je ne pourrai pas dormir. S'il vous plaît, ne parlez pas de telles choses. Je n'ose même pas y penser. Il inclina la tête. Comme vous voudrez, Miss Steele. Et il disparut. La laissant oser se demander comment il pouvait y avoir 900 façons de donner du plaisir à une femme vierge, alors qu'elle-même ne pouvait même pas en imaginer 10. 10. Mademoiselle Steele. Vous m'avez appelé. Que puis-je faire pour vous? Carline ouvrit les yeux, et eut le souffle coupé. Cette fois, son rêve était allé beaucoup plus loin. Elle avait emmené Sean dans son lit et elle n'était même pas sûre que les couples mariés faisaient ça. Mais oh, comme elle avait envie d'eux. J'ai besoin que tu me protèges, Sean, réussit-elle à dire, la voix étranglée par tous les mots qu'elle voulait prononcer mais n'osait pas. Elle avait besoin qu'il la protège d'elle-même et de toutes ses pensées et désirs coupables, ainsi que de quiconque pourrait arriver et lui vouloir du mal. Je vous protège, mademoiselle Steele. En fait, dès que quelqu'un franchira vos barrières, je me précipiterai pour le défier, vous défendant au péril de ma vie, mais je peux le faire de n'importe où sur la propriété. Depuis l'étang du moulin, ou ici même, dans votre tente où je peux veiller sur vous si vous le souhaitez. La regarder se tortiller dans son sommeil, trempant ses dessous, gémissant son nom. Bon sang non, elle ne pourrait pas le supporter. Ce serait presque aussi terrible que de céder à ses désirs, et de l'autoriser à partager son lit. Je ne peux pas, gémit-elle. Sean tomba à genoux à côté d'elle, puis posa ses mains de chaque côté de sa taille en se penchant sur elle. Vous le pouvez, car vous le souhaitez aussi ardemment que moi. Je peux sentir vos désirs, car je prends la forme qui les satisfera le mieux. Ô Seigneur, il avait même retrouvé ses cornes, celles dont elle avait rêvé tenir dans ses mains pendant qu'il. Il fit glisser sa culotte le long de ses jambes, et la jeta de côté. Elle gémit, souhaitant avoir la force de dire non alors que tout son être criait oui. Voulez-vous vraiment que je déchire votre chemise de nuit? Demanda-t-il. Il l'avait fait dans ses rêves, mais elle n'en possédait pas beaucoup, et le bon lin était difficile à trouver dans la colonie, alors Carline souleva à contre-cœur le vêtement par-dessus sa tête, et le jeta de côté. Nue comme au jour de sa naissance, elle ne pouvait pas. Venez vous asseoir sur mes genoux, mademoiselle Steele. Il s'était déplacé pour s'asseoir sur la chaise à côté de son lit, et il tapota ses genoux. Au moins il portait encore un pantalon, il n'était pas nu comme dans ses rêves. Hésitante, elle se percha sur son genou. Des mains fortes saisirent sa taille, la faisant pivoter pour lui faire face, de sorte qu'elle se retrouva à califourchon sur ses genoux, au lieu d'être assise de côté. Elle pouvait sentir sa chaleur et sa dureté entre ses jambes, même à travers son pantalon. Saisissez mes cornes, ordonna-t-il en baissant la tête. Elles étaient aussi chaudes et dures que le reste de son corps, les rainures les rendant très faciles à tenir. Maintenant, chevauchez-moi, mademoiselle Steele, chevauchez-moi fort comme je sais que vous en avez envie. La chaleur monta à ses joues, à son ventre, à chaque partie de son corps, alors qu'elle voulait le faire mais n'osait pas. Oh, comment pouvait-il savoir une telle chose? Vous m'avez invoqué pour satisfaire vos désirs, mademoiselle Steele, et je connais vos désirs mieux que vous-même. Ô Seigneur, ô Seigneur, ô Seigneur. Les mains du démon saisirent ses hanches et la firent onduler contre lui, d'avant en arrière, alors qu'elle s'accrochait désespérément. Puis il referma ses lèvres autour de son mamelon,
et commença à sucer. Un éclair sembla la traverser de son sein jusqu'au plus profond de son être. Sean, oh Sean, sanglota-t-elle perdue dans la sensation. Même dans ses rêves, rien n'avait jamais été aussi bon. Chevauchez plus fort, mademoiselle Steele. Plus vite. Le tissu rugueux entre ses jambes, la dureté brûlante en dessous, frottant de plus en plus vite contre les parties les plus tendres et les plus intimes d'elle-même. Carline allait voler en éclats, fendue en deux par la chaleur entre ses cuisses. Sa chaleur si perverse. Et puis elle cria son nom, et plus rien ne serait jamais pareil. 11. Carline se réveilla dans la faible lumière de l'aube, les bras puissants de Sean la serrant contre sa poitrine. En sécurité. Protégée. Comblée. Oh, quelle nuit de bonheur. Elle aurait seulement souhaité pouvoir rester au lit avec lui, pour toujours. Miss Steele, je dois vous demander une faveur. Avant que la claire lumière du jour n'apporte avec elle les regrets et les réalisations qui tendent à survenir lors d'un réveil brutal, je souhaite vous donner du plaisir une fois de plus. Ainsi, si vous choisissez de me renvoyer de votre service après la nuit dernière, je saurai au moins si votre goût est aussi délicieux que votre parfum. Permettez-moi de vous donner du plaisir à nouveau, Miss Steele. Ses mains caressaient ses cuisses, et elle s'ouvrit à lui, prête et impatiente pour tout ce qu'il voudrait lui faire ensuite. Me le permettez-vous, Miss Steele? Oh oui. Elle fut surprise de la façon dont ces mots sortirent, haletants de désir. Une seule nuit dans les bras de Sean l'avait-elle transformée en une femme dévergondée. Et pourtant elle était toujours vierge, du moins selon Sean. Les caresses se transformèrent en baisers, tandis qu'il plaçait ses jambes sur ses épaules. Il inspira profondément, puis croisa son regard. Vous sentez si bon, j'arrive à peine à résister un instant de plus. Sa langue sortit longue et fourchue et lécha ses lèvres. Agrippez-vous à mes cornes, Miss Steele. Elle obéit. Et puis, il la pénétra de sa langue. D'abord elle gémit doucement, puis elle laissa échapper des soupirs de plaisir, et lorsque ses doigts se mirent à l'œuvre en parfaite harmonie avec sa langue pécheresse, son souffle se bloqua dans sa gorge, incapable de s'échapper, tandis qu'elle sentait une explosion de plaisir monter en elle, une qu'elle ne voulait pas arrêter, car la sensation commençait à la submerger. Le renvoyer? Elle voulait garder Sean dans son lit pour toujours, et ne jamais quitter les draps elle-même. Elle entendit sa voix crier son nom, mais elle était trop perdue dans sa propre libération bénie pour se soucier des sons qu'elle émettait. Et Sean? Sean ne s'arrêtait pas, ses doigts travaillant déjà son corps tremblant vers un autre précipice vertigineux, duquel elle n'avait d'autre choix que de tomber dans la béatitude. Une fois, 2 fois, 3 fois, elle cria son nom, avant qu'il ne donne à ses parties intimes frémissantes un dernier coup de langue langoureux et ne dise « Vous avez les plus doux nectars que j'ai jamais goûtés, Miss Steele. Si je pouvais en goûter chaque matin de ma vie, et vous entendre crier mon nom de joie, je me considérerais au paradis. » Oui, dit-elle, tenant toujours fermement ses cornes, car elle ne voulait pas lâcher prise. Si vous me réveillez ainsi chaque matin, je ne voudrais jamais vous renvoyer, aussi longtemps que je vivrai. Il dégagea ses cornes de ses mains, s'essuyant la bouche du revers de la main. Donc je dois vous protéger un jour de plus, Miss Steele? Pour toujours, Sean, promit-elle. 12. Chaque nuit, Carline s'endormait dans les bras de Sean, et chaque matin elle se réveillait sous ses baisers sur ses cuisses. Protecteur et amant, tout en un. Elle regrettait de ne pas avoir invoqué un démon plus tôt, car elle ne s'était jamais sentie aussi bien protégée, aussi en sécurité, aussi aimée. Et cela ne vieillirait jamais, car chaque nuit, il la surprenait avec de nouvelles façons de lui procurer du plaisir, la laissant haletante d'en vouloir plus. Jusqu'à ce qu'une nuit, elle se réveille dans l'obscurité bien avant l'aube, avec la main de Sean sur sa bouche. Elle reconnut le picotement d'alarme, qui parcourait son corps un moment plus tard. Les protections. Quelqu'un avait déclenché les protections. Quelqu'un était là, et il lui voulait du mal. Elle se précipita pour s'habiller avec des vêtements de garçon, tandis que Sean, toujours vêtu de son pantalon, se glissait dans la nuit. Carline n'osait pas allumer de lanterne, alors elle dut charger le fusil au toucher dans l'obscurité. Elle pria pour ne pas avoir à s'en servir, car Dieu seul savait si elle l'avait chargé correctement. Peut-être que la vue d'un fusil pointé sur lui suffirait à effrayer l'intrus. Ou que Sean s'en occuperait, et qu'elle n'aurait pas à tirer sur qui que ce soit. Elle se précipita hors de la tente, droit dans ses bras.
Seulement ses bras n'étaient pas ceux de Sean, s'enroulant autour d'elle comme des algues, la traînant contre son corps maigre. Des mains lui arrachèrent le fusil des doigts, avant même qu'elle ne puisse penser à le pointer sur quelqu'un. Un fusil est un jouet dangereux pour un garçon. Je vais le prendre, fiston. Celui qui la tenait la secoua. Ce n'est pas un garçon, monsieur, même si elle est habillée comme telle en gilet et pantalon. Je peux sentir ses seins à travers son gilet. Ses doigts s'enfoncèrent dans son sein jusqu'à ce qu'elle crie de douleur. Une fille alors. Peut-être la maîtresse du moulin, dont Ellis a dit qu'elle pourrait être plus accommodante que l'homme qui possède le moulin en amont. Une main saisit son menton, et releva son visage pour le croiser dans la lumière de la lanterne qu'il avait découverte. Elle n'est pas belle, c'est sûr. Et femme du meunier, que dirais-tu d'un marché? Tu nous donnes les provisions dont nous avons besoin, et personne n'aura à être blessé. Carline piétina le pied de la brute qui la tenait, puis lui donna un coup de pied dans les tibias, suffisamment fort pour qu'il la lâche. Sean à l'aide, cria-t-elle. Mais Sean n'apparut pas, et les deux hommes la capturèrent bientôt à nouveau. Ellis a dit que le mari était parti en amont. Alors qui est ce type qu'elle appelle, hein? Cette coquine rusée doit appeler les voisins, ou essayer de nous effrayer, en nous faisant croire que le mari est à la maison. Il la secoua jusqu'à ce que ses dents lui fassent mal. Assez de ces bêtises, Péronnelle. Maintenant, qui d'autre est ici au moulin avec toi? Sean, l'ouvrier général. Il est de la taille d'un bœuf, avec la force d'un bœuf aussi. Et s'il vous voit me menacer, il vous encornera et vous piétinera comme un taureau en colère, c'est certain. Si j'étais vous, je m'enfuirais aussi vite que possible, et nous laisserais tranquilles, lança Carline. Le coup vint de nulle part, heurtant sa joue si fort qu'elle craignit qu'il ne l'ait brisée. Assez de vos fanfaronnades. Nous avons besoin de farine, et vous allez nous en donner, et nous ne paierons pas 6 shillings la livre comme l'autre meunier a essayé de nous faire payer. Maintenant, où est cet homme à vous, pour qu'il puisse charger la farine dans le bateau pour nous? Il éleva la voix. Sean, votre maîtresse a besoin de vous. Sortez gentiment et lentement, et elle ne sera pas blessée. Car si vous vous cachez dans les buissons, prévoyant une embuscade ou quelque chose comme ça, nous allons nous ennuyer, et nous chercherons à ce que votre maîtresse nous divertisse. Mais si vous nous aidez, peut-être que nous vous donnerons un avant-goût de la maîtresse aussi. Vous aimeriez ça, n'est-ce pas? Pas assez de femmes dans cette colonie, mais un tour gratuit avec la femme du meunier doit être mieux que de baiser une putain vérolée. Le sang de Carline se glaça dans ses veines. Mon Dieu, elle avait passé tant de sa vie à essayer de protéger son honneur, et voilà une paire de rustres qui échangeaient son corps et sa virginité, comme s'ils étaient leur propriété. C'était insupportable. Elle aurait préféré donner son corps à Sean, car au moins il lui aurait donné du plaisir à la mesure du sien. Si elle s'en sortait vivante, elle prendrait Sean comme amant, se promit-elle. Pour 6 shillings la livre, cet autre meunier aurait dû nous offrir sa femme. Ça aurait pu adoucir un peu l'affaire. Je préfère ce marché. On prend toute la farine ici, et notre plaisir de la femme du meunier, et on la laisse vivre. Mais si elle raconte à quelqu'un ce qu'on a fait, monsieur. Oh, il ne dira rien à personne. Car si elle le fait, on reviendra pour la faire taire. Et personne ne la croirait, de toute façon. On dira qu'on a payé pour la farine et la culbute dans son lit, et si elle ne peut pas montrer l'argent à son mari, eh bien, elle l'a probablement dépensé en quelconque frivolité que les femmes comme elles veulent. Ce n'est pas notre faute. C'est malin, monsieur. L'homme portant la lanterne redressa les épaules, comme s'il ressentait le poids du compliment de l'autre homme. Maintenant, que diriez-vous que madame et moi commencions pendant qu'on attend que cet ouvrier se réveille? Il vaut mieux enlever ce gilet, que je puisse voir vos nichons, madame. De longs doigts minces s'affairèrent sur les boutons de son gilet. Carline se débattit, mais l'autre homme la tenait fermement. Il n'y avait nulle part où aller. Sean, hurla-t-elle. Les deux hommes se contentèrent de rire. Aucun d'eux ne fit le moindre geste pour la faire taire, comme s'ils ne s'attendaient pas à ce que Sean les entende, ou simplement qu'ils s'en moquaient. Ces nichons sont minuscules. À peine une poignée. Êtes-vous sûr que ce n'est pas un garçon? Enlevez-lui son pantalon, monsieur, et on verra si elle a une fente ou une queue. Carline hurla à nouveau. 13. Sean se dirigea vers l'eau,
là où il savait que les hommes avaient franchi le périmètre de protection de Miss Steele. En effet, 3 hommes et un bateau s'y trouvaient comme s'ils attendaient quelque chose. Sean sourit. Ils l'ignoraient peut-être, mais ils attendaient leur perte, sous la forme de sa personne. Un rejeton de l'enfer, pour être précis. Il prit le premier par surprise, l'assommant d'un seul coup de poing. Les 2 autres virent leurs camarades tomber, et se tournèrent pour se défendre contre leur assaillant. L'un dégaina une lame, tandis que l'autre sortit maladroitement un pistolet. Celui armé du pistolet était plus proche. Sean déploya ses ailes et se jeta sur l'homme, projetant l'homme et le pistolet au sol. Sauf que, l'homme ne heurta pas le sol en premier, car il y avait de l'eau sur le chemin. Il coula avec Sean au-dessus de lui, et Sean pesa de tout son poids, maintenant l'homme sous la surface jusqu'à ce qu'il soit forcé de respirer l'eau de la rivière. De précieuses secondes s'écoulèrent jusqu'à ce que l'homme devienne inerte, et le dernier homme était presque sur lui, sa lame dangereusement proche des ailes de Sean. Seule sa peur de combattre un démon tenait l'homme à distance, et Sean savait qu'il n'avait pas beaucoup de temps. Le pistolet brillait au clair de lune, et Sean s'en empara, pointant le canon vers l'homme. Ses mains se levèrent, ainsi que la lame. Offrant à Sean un tir parfait, qu'il ne manqua pas bien sûr. Il était peut-être un démon, mais pas un imbécile. Le dernier homme, touché à la tête, rejoignit ses compagnons dans l'eau. C'est alors qu'il entendit le cri de Miss Steele. Pas un cri de joie, comme les autres dont il avait été responsable, mais un cri de peur. Il y avait plus de 3 hommes, et l'un d'eux menaçait Miss Steele en ce moment même. Pistolet dans une main, lame dans l'autre, Sean se fraya un chemin à travers les buissons. L'un des brutes tenait fermement les bras de Miss Steele derrière son dos, tandis que l'autre s'affairait à défaire son pantalon. Son gilet pendait déboutonné, exposant sa poitrine à la vue de tous. Le pistolet et la lame tombèrent de ses doigts. Il était le protecteur démoniaque de Miss Steele, et ils allaient ressentir la colère d'un démon. D'un battement d'ailes, Sean s'éleva dans les airs. 14. Carline ferma les yeux. Peut-être que si elle s'évanouissait, elle ne se souviendrait pas de tout cela. Les mains de cet étranger sur sa chair, son haleine fétide dans son oreille, l'avidité qui illuminait ses yeux d'une lueur impie. Une brise glaciale souffla sur sa poitrine, la faisant frissonner. Les mains qui tripotaient son pantalon s'éloignèrent, comme s'il avait décidé de sortir un couteau, pour déchirer le tissu au lieu de défaire les boutons. Non, je vous en prie. Puis l'homme qui la tenait s'écarta, si bien qu'au lieu de sentir son cœur battre rapidement contre son dos, elle ne sentait plus que ses mains agrippant ses poignets, jusqu'à ce que celle-ci aussi la lâche. Des mains se posèrent sur ses épaules. Plus grandes, plus chaudes, plus fortes que n'importe quelle partie du corps de ses agresseurs. « Sean » murmura-t-elle, osant à peine espérer. « Tout va bien, mademoiselle Steele ? Vous ont-ils fait du mal ?» Elle commença à secouer la tête, puis grimaça lorsque sa joue meurtrie la fit souffrir. « Juste un peu. Sont-ils ? Non, attendez. » Elle ouvrit les yeux, espérant voir les hommes à genoux devant elle, avec Sean les surplombant. Au lieu de cela, elle vit une jambe arrachée au niveau du genou, gisant à côté d'une tête qui semblait avoir été arrachée. 2 bras gisaient sur le sol derrière elle, comme une sorte de croix macabre qu'un défenseur de la dernière chance aurait faite dans une tentative désespérée de sauver son âme. Le reste de l'homme gisait en tas, sa poitrine déchirée pour exposer ce qui avait été autrefois son cœur et ses poumons, avant que les griffes de Sean ne les aient déchiquetés. Mademoiselle Steele, détournez les yeux. C'est une journée de travail normale pour le niveau 8 de l'enfer, et j'aurais tout nettoyé en un rien de temps. Mais elle ne pouvait pas détourner le regard. Les hommes qui avaient eu l'intention de la voler et de la violer n'étaient plus. Sean avait fait un travail bien plus efficace qu'elle, les 2 fois où elle avait été attaquée. Il transporta les corps jusqu'à la rivière, où les hommes avaient tiré un bateau sur la rive, et ajouta ces morceaux aux 3 cadavres qui gisaient déjà sous les plabords. Puis il rama, pour amener l'embarcation dans le courant. Lorsque le bateau commença à descendre la rivière, il s'élança, ses ailes captant l'air, brandissant une hache. 1 fois, 2 fois, 3 fois il frappa, jusqu'à ce que le bateau commence à couler. C'est seulement alors que Sean se dirigea vers la rive, vers elle. « Retournez à la tente où vous pourrez dormir, » dit Sean. « Je vais finir de nettoyer, pour que demain matin personne ne sache jamais qu'ils étaient là. »
Mais Carline ne pouvait pas dormir. Elle regarda Sean balayer le sol, avec toute l'efficacité d'un homme qui traitait quotidiennement avec le sang et les entrailles. Était-ce ainsi qu'était sa vie en enfer, qui le rendait si désireux de venir ici? Même s'il était invoqué pour satisfaire les désirs les plus sombres des hommes? Tout comme ces deux hommes morts avaient essayé de le faire avec elle. Elle et Sean étaient des âmes similaires, tous deux esclaves des désirs et des caprices des autres, jamais autorisés à céder à leurs propres envies, à vivre leur propre vie. Il lui avait sauvé la vie, et elle lui devait tout. Avant tout, elle ferait tout son possible pour le garder ici avec elle, et loin de l'enfer. Il revint de l'étang du moulin, dégoulinant d'eau comme s'il avait plongé tout son corps dans l'eau. L'eau ruisselait sur ses muscles, scintillant au clair de lune. Elle aurait pu mourir ce soir. C'était uniquement grâce à Sean qu'elle se tenait encore ici. Un homme, un démon, un héros. Laissez-moi vous conduire au lit, mademoiselle Steele, où je promets de vous garder en sécurité, dit-il en tendant les bras. 15. Sean la souleva, s'émerveillant de sa légèreté dans ses bras. Il n'avait jamais rencontré de femme humaine capable de regarder un tel carnage, avec un air aussi calme. Oh, il connaissait des démons qui en étaient capables, mais mademoiselle Steele était une sorcière humaine, une sorcière au cœur si tendre qu'elle lui avait donné un nom, et une forme si semblable à la sienne que c'était comme si elle avait lu ses désirs, au lieu que ce soit lui qui lise les siens, comme on s'y attendrait. Elle enroula ses bras autour de son cou, tirant sa tête vers le bas. Il ne réalisa ses intentions que lorsque ses lèvres rencontrèrent les siennes pour un baiser, sa langue dansant avec la sienne comme si elle avait l'intention de le séduire. Sean retint un rire. Elle n'avait pas besoin de le séduire, elle n'avait qu'à demander, et il ferait tout ce qu'elle ordonnerait. Il devait admettre cependant, qu'il n'avait jamais servi un invocateur, qu'il était à moitié aussi disposé à obéir que mademoiselle Steele. Emmène-moi au lit, Sean. Je suis fatiguée. Fatiguée d'être une vieille fille vertueuse, une vierge au gré de tout le monde sauf le mien. Et puis quand tu auras brisé mon hymen en 1 million de morceaux, je veux que tu me dises tes désirs, et nous verrons si je peux en exaucer un. Il n'en croyait pas ses oreilles. Ce n'était pas comme ça que ça marchait. Mademoiselle Steele, êtes-vous sûre? Avez-vous peut-être reçu un coup à la tête? Vous ne pouvez pas penser clairement. Vous avez dit que vous vouliez rester une vierge vertueuse jusqu'au jour de votre mort, ou jusqu'à ce que vous atteigniez votre lit nuptial. Je m'en souviens très bien. Vous avez dit. Elle agita une main en l'air. Oublie ce que j'ai dit. J'en ai assez de la société, et de toutes les stupidités qu'elle exige de moi. De nous deux. Là maintenant, je veux célébrer le fait d'être en vie en faisant la seule chose que tout le monde me dit que je ne peux pas faire, tout en essayant en même temps de me forcer à le faire. Je veux sentir ta virilité en moi, Sean. Ce soir. Elle souffla d'exaspération. Oh, je veux sentir plus que ça. Je veux que tu fasses des choses dont je ne connais même pas les mots pour les exprimer. Dans quel genre de monde vivons-nous où je ne connais pas les mots pour désigner des parties de mon propre corps? Tu peux sentir mes désirs, n'est-ce pas? Mets-les en mots pour moi. Oui, elle désirait certainement ce qu'elle demandait. Il avait rarement ressenti quelque chose d'aussi fort. Et il n'y avait aucune culpabilité en dessous. Elle voulait avoir des relations sexuelles avec lui. Mais les mots pour ce qu'elle voulait, des choses qu'elle n'avait jamais expérimentées, des désirs nébuleux qui se frayaient un chemin dans son esprit, des choses entendues ou entrevues, mais jamais complètement comprises. Sean prit une profonde inspiration. En tant que ton amant, tu souhaites que je te fasse l'amour. Tu souhaites t'ouvrir largement à moi, pour que je puisse m'enfoncer profondément dans ta chaleur humide, caressant tes parois intimes serrées jusqu'à ce que je te conduise au sommet du plaisir, et que tu moignes de ton essence, criant mon nom jusqu'au ciel même. Mais tu désires aussi que je partage ton plaisir, et donc je dois continuer, poussée après poussée, jusqu'à ce que nous atteignions ensemble le pic de notre plaisir. Et ce n'est qu'alors que je pourrai me reposer, avant que nous ne fassions l'amour à nouveau. Le visage de mademoiselle Steele était devenu tout rouge. Mais tu ne m'as dit aucun des noms des parties. Ah. Peut-être parce que les mots sont vulgaires, ce n'est généralement pas le langage d'un amant. Comment le dirais-tu alors? Toi, Sean Bell, rejeton de l'enfer et démon actuellement mon protecteur. Si tu voulais me faire toutes ces choses, comment le dirais-tu?
Sean déglutit. Elle avait demandé, et il devait répondre. Il pouvait mentir mais, il sentait qu'elle méritait l'honnêteté. Ce que je veux c'est t'asseoir, écarter tes jambes et goûter ta douceur, pour que je me souvienne qu'il y a encore de la douceur dans ce monde. Ensuite, je veux entendre tes cris de joie, parce que je sais que j'en suis la cause. Et puis quand le moment sera venu, je saisirai l'instant pour prendre ta virginité, mais pas ton innocence, échangeant un plaisir contre un autre, jusqu'à ce que tu cries de joie à nouveau. Ce n'est qu'alors, quand je saurai que tu es vraiment prête pour moi, que j'oserai faire ce que tu désires. Enfoncer ma queue si profondément dans ta chatte ruisselante, te pilonnant alors que tu hurles de joie, criant mon nom, encore et encore jusqu'à ce que tu ne puisses plus penser, ressentir et vouloir rien ni personne d'autre. Et ce n'est qu'alors, quand tu auras joui pour moi d'innombrables fois, que ton plaisir sera égal au mien, et nous atteindrons ce sommet ensemble. Après, tu resteras essoufflé dans mes bras pendant un moment, avant de me supplier pour plus. Et je te baiserai encore et encore, enfonçant ma queue dure comme du roc dans ta chatte chaude et humide. Arrête s'il te plaît, Sean, supplia-t-elle. Il baissa la tête. Pardonnez-moi, mademoiselle Steele. Je n'aurais pas dû. Elle secoua la tête. Non. Arrête de parler. Assieds-moi, qu'on puisse commencer. Commencer à baiser. Le mot sonnait si sale et délicieux sur ses lèvres vertueuses. Sean sourit. Et que voulez-vous que je fasse en premier, mademoiselle Steele? C'est. Sa voix sortit haletante. Je veux que tu m'assoies, et que tu me fasses plaisir avec ta bouche et tes doigts jusqu'à ce que ta chatte soit tellement mouillée de désir pour moi, chuchota Sean, ses yeux brillant dans l'obscurité. Il alluma la lanterne, puis la déposa sur le lit. Elle se débarrassa de son gilet, puis retira son pantalon, essayant d'articuler les mots. Je veux que tu baises ma chatte avec ta langue et tes doigts, jusqu'à ce que je sois si mouillée de besoin pour toi, que seule ta queue puisse me satisfaire, dit Carline. Elle ne se souvenait plus de la suite, car Sean s'agenouillait déjà entre ses cuisses, soulevant ses jambes sur ses épaules, tandis qu'il baissait la tête pour la lécher. Elle poussa un cri sans mots lorsque sa langue se mit à l'œuvre, et à nouveau lorsque ses doigts la pénétrèrent, 1, 2, 3. Au moment où il l'amena à son deuxième orgasme, elle ne pouvait plus penser à rien d'autre qu'à son corps, et à ce qu'il faisait au sien. Tout ce qu'elle voulait. Tout ce qu'elle voulait, et plus encore. Carline pouvait sentir son troisième orgasme monter sous les caresses implacables de Sean. Si proche, si proche. Dis-moi encore ce que tu veux que je fasse, dit Sean ralentissant. Je veux que tu me baises, cria-t-elle essayant de se frotter plus fort contre lui pour basculer de cette falaise approchante. Si proche. Comment pouvait-il la torturer ainsi? Avec mes doigts et ma langue? Exigea-t-il, commençant à retirer ses doigts d'elle. Oui, oui. Ne t'arrête pas. Que veux-tu d'autre? Elle était presque aveugle de désir, si proche d'un orgasme et pourtant pas assez. Baise-moi, Sean. S'il te plaît. Si proche. Encore un coup. Carline expira, prête à prendre une profonde inspiration pour pouvoir crier de joie. Les doigts de Sean l'écartèrent largement en glissant hors d'elle, et elle laissa échapper un petit « oh » de déception à cette perte, avant qu'une chaleur dure et brûlante ne prenne leur place, glissant plus profondément en elle que ses doigts ne l'avaient jamais fait, et elle réalisa que son pouce était toujours fermement pressé contre son clitoris, tournant lentement jusqu'à Sean. Oh mon Dieu, Sean. Elle se contracta fortement, mais la chaleur entre ses jambes ne semblait que gonfler en réponse, des vagues de plaisir la traversant, implacables comme la mer, jusqu'à ce qu'elle reste haletante sur les oreillers, et qu'elle puisse voir à nouveau le plafond de la tente et le visage de Sean lui souriant. Ses jambes étaient toujours accrochées à ses épaules, mais ses mains étaient maintenant plantées sur le lit de chaque côté d'elle, et quand elle baissa les yeux, comme pour la taquiner, il retira sa queue d'elle, ses yeux s'écarquillant devant la taille de ce qui avait été en elle, brillant à la lueur de la lanterne, avant qu'il ne glisse à nouveau en elle, cette glorieuse chaleur frottant contre son intérieur exactement comme il l'avait dit. Dis-moi ce que tu désires, mademoiselle Steele, chuchota-t-il en la narguant avec une autre poussée délicieusement lente. Toi, dit-elle, puis réalisa qu'il attendait plus. Je veux que tu me baises jusqu'à ce que je crie, et ensuite que tu me baises encore. À vos ordres, dit-il. 17. Le matin trouva Sean avec mademoiselle Steele blottie dans ses bras, son sexe dur et prêt pour son réveil.
Elle dut le sentir bouger, car elle tendit la main vers lui, ses doigts s'enroulant autour de sa longueur alors qu'elle essayait de l'attirer en elle. Il la pénétra par derrière, allongeant le bras pour caresser son bouton sensible au rythme de chaque poussée. Ses petits gémissements de plaisir l'encourageaient, l'un des sons les plus doux qu'il ait jamais entendus. Le seul son plus agréable était quand elle criait son nom, et il l'entendrait aussi avant de se retirer. Bon sang qu'elle était bonne. Comme si son corps avait été fait pour lui, et pour lui seul, tant il se sentait parfait autour de lui. La nuit dernière, elle lui avait offert 3 orgasmes, et il était déjà en bonne voie pour un autre. Un léger clic retentit derrière lui, déplacé dans la tente de Mademoiselle Steele. Sean jeta un coup d'œil en arrière, et vit le canon du fusil de Mademoiselle Steele pointé sur sa tête. « Descends, ma sœur, gronda une voix douce. Sean, oh Sean, gémit Mademoiselle Steele ignorant la présence de son frère. Elle était proche, se resserrant déjà autour de lui, et Sean répugnait à s'arrêter avant qu'elle ne soit satisfaite. Surtout si son frère allait les séparer, peut-être pour toujours. J'ai dit. Sean accéléra le rythme. Presque. Oh mon Dieu, Sean, oui, 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 cria Mademoiselle Steele. À contre-cœur, Sean se retira, remontant les draps pour couvrir son corps bienheureux avant d'attraper son propre pantalon. Sors. Le fusil tapota la tête de Sean. Sean enfila son pantalon en hâte et sortit de la tente, le cœur serré devant l'expression d'horreur sur le visage de Mademoiselle Steele. 18. Explique-moi pourquoi je ne devrais pas te tirer dessus tout de suite, dit William. Non, il ne pouvait pas tirer sur Sean. Carline ne le laisserait pas faire. Elle se précipita pour trouver des vêtements, grimaçant à la délicieuse douleur résultant de leurs ébats amoureux. Si son frère tirait sur Sean, elle chercherait tous les sorts possibles jusqu'à en trouver un qui transformerait William en grenouille, et elle s'entraînerait sans relâche jusqu'à y parvenir. Les vêtements de garçon étaient plus rapides à enfiler que n'importe laquelle de ses robes. C'est donc vêtue d'un pantalon et d'une chemise, qu'elle émergea de la tente pour affronter son frère. Réponds-moi, exigea William en donnant un coup de fusil à Sean. Carline se précipita pour s'interposer entre eux. William, tu ne peux pas lui tirer dessus. William la foudroya du regard. Après ce que je viens de voir là-dedans, c'est toi qui devrais lui tirer dessus. Maudite société et ses stupides règles, qui lui refusaient de tels plaisirs jusqu'à ce qu'elle soit esclave de son lit conjugal. À moins que... Tu ne peux pas lui tirer dessus, parce que je vais l'épouser, déclara-t-elle. Nous serions déjà mariés si tu étais rentré plus tôt, mais Sean voulait attendre que tu puisses assister à notre mariage. Ça ne ressemblait pas à de l'attente pour moi. Ça ressemblait à... Ah, William était à court de mots. Soit il ne connaissait pas les bons mots à dire, soit les seuls qu'il connaissait n'étaient pas appropriés pour les oreilles de sa sœur. Sean est venu me tenir compagnie, et me protéger après l'attaque. Il savait que j'avais peur d'être toute seule ici. C'est une bonne chose qu'il l'ait fait, parce que le moulin a pris feu et nous en sommes à peine sortis. Je n'y serais pas arrivée du tout sans lui. Il m'a sauvé la vie, William, et il me semblait juste de lui offrir le gîte et le couvert pendant qu'il était ici. Et comme nous n'avons qu'un seul lit. Carline laissa sa phrase en suspens. William avait toujours l'air furieux. Rien de ce qu'elle dirait ne le calmerait. Tu souhaites vraiment l'épouser? Demanda William. Elle voulait rester avec Sean, et partager son lit pour le reste de sa vie. Qu'étaient quelques vœux, comparés à cela? Bien sûr, dit-elle. Et vous? Comment vous appelez-vous? Sean jeta un regard interrogateur à Carline, mais il répondit à William, je suis Monsieur Sean Bell, ouvrier, venu avec Monsieur Peel. Demandez au capitaine Ellis, il sait tout à ce sujet. Donc vous avez une concession de terre? Insista William. Pas encore, mais il y a droit, donc je suis sûr qu'il en aura une bientôt. Surtout avec une épouse à soutenir, dit Carline. Pourquoi voulez-vous épouser ma sœur? Exigea William. Parce que nous sommes amoureux, répliqua Carline. William agita la main vers elle. Silence, femme. Je ne t'ai pas demandé. J'ai demandé à ton futur mari, et si sa réponse ne me satisfait pas, je pourrais encore lui tirer dessus. Le cœur de Carline bondit dans sa gorge. Si cela en venait à un combat entre Sean et William, elle savait qui gagnerait.
William n'avait jamais tué un homme de sa vie, et Sean. Monsieur Steele, je présume? Eh bien, monsieur, si vous avez besoin de demander, c'est que vous connaissez à peine votre sœur. Je n'ai jamais rencontré de femme plus courageuse, et au cœur plus généreux de toute ma vie. Il y a peu de femmes précieuses dans cette colonie, et bien que je ne connaisse pas mademoiselle Steele depuis longtemps, j'ai immédiatement su qu'elle était l'un des joyaux les plus précieux que la gent féminine ait jamais connus, et j'ai l'intention de faire d'elle la mienne, avant qu'un autre homme ne puisse la réclamer. La mâchoire de Carline tomba. Elle referma rapidement la bouche, avant que son frère ne puisse le remarquer. Eh bien dans ce cas. William cligna des yeux, semblant déchiré, avant de raffermir sa mâchoire et de continuer. Je vais juste traverser la rivière et aller chercher le révérend, d'accord? Plus vite je vous verrai marié, plus je serai heureux. Sans un mot de plus, il s'éloigna en direction de l'étang du moulin. 19. Tu es sûr de vouloir m'épouser? Demanda Carline en levant les yeux vers Sean. Je ne veux pas que tu aies l'impression que c'est un ordre, ou quoi que ce soit. Le mariage est censé être quelque chose qu'on accepte de faire librement. Sean sourit. Je suis déjà engagé à être ton protecteur et ton amant, aussi longtemps que toi ou moi vivrons. Quelques mots prononcés devant un homme qui prétend représenter Dieu, ne changeront pas cela. Et si cela signifie moins de risques que ton frère me tire dessus, ou nous interrompt poli, alors plus tôt nous prononcerons ces mots, mieux ce sera. Carline hocha lentement la tête. Oui, elle comprenait la logique, mais elle avait toujours pensé que le mariage devait être quelque chose qu'on faisait par amour, pas par logique. C'est juste que, je n'ai jamais pensé épouser un homme pour satisfaire la société. Sean lui saisit les épaules, et plongea son regard dans le sien. M'as-tu invoqué pour tes propres désirs, ou pour ceux des autres? Les miens je suppose, mais j'avais l'intention d'invoquer un protecteur. M'as-tu invité dans ton lit pour satisfaire chacun de tes désirs, ou parce que la société te l'imposait? Carline rit faiblement. Si la société savait que j'ai partagé un lit avec un démon, il me pendrait ou me brûlerait, c'est sûr. Non, j'ai partagé mon corps avec toi parce que c'était ce que je voulais, et je croyais que tu le voulais aussi. Alors, ce mariage est-il pour le bien de la société, ou pour ce que tu veux, mademoiselle Steele? Alors qu'elle le regardait, son corps encore douloureux des glorieux ébats de la nuit dernière, elle connaissait sa réponse. C'est toi que je veux, Sean. Je veux que tu me protèges, que tu te tiennes à mes côtés dans un combat, que tu m'aides à me débarrasser des corps de quiconque oserait nous menacer, et après, je veux que tu me baises si furieusement que j'oublie qu'il existe quelqu'un d'autre au monde à part toi et moi. Aussi longtemps que nous vivrons tous les deux. Elle déglutit. Et tu devrais probablement m'appeler Carline, vu que je vais bientôt devenir Madame Bell, et non plus Mademoiselle Steele. Avec plaisir. Et le regard qu'il lui lança était si brûlant, que Carline craignit que ses sous-vêtements ne prennent feu. Leur nuit de noces ne pouvait pas arriver assez vite. Le révérend Wittenham arriva plus tôt que prévu, car William l'avait rencontré à mi-chemin en traversant la rivière, déjà en route pour le prévenir de certains voyous qui avaient menacé les autres propriétaires de moulins, des marins d'un navire récemment arrivé au port. Carline, maintenant vêtue de ses plus beaux habits du dimanche, joignit ses mains à celles de Sean devant le révérend. Après un échange de vœux, Sean souriant lorsque Carline jura de lui obéir, et un rapide petit déjeuner de noces composé de moutons froids et de pain que William avait apporté de York, le révérend repartit bientôt. Pendant que Sean était distrait en aidant le révérend à pousser son bateau, William prit Carline à part. Tu dois renoncer à cette sorcellerie maintenant et pour toujours, si tu veux garder ton mari. Car s'il sent ne serait-ce qu'un soupçon de telle chose, tu peux être sûr qu'il te battra ou te quittera, ou peut-être les deux. Tu ne pourras plus t'habiller en garçon, ni tirer, ni faire aucune des choses que je t'ai permises. Tu dois être une bonne épouse obéissante, si tu veux qu'il reste et te protège. C'est peut-être une bonne chose qu'il t'ait déjà eue, il sait que tu es docile au lit, toujours une bonne chose chez une épouse. Je ne te reprendrai pas s'il te quitte, Carline, je te le jure. Avec un nouveau moulin à construire ici, Shenton et moi aurons à peine assez d'argent pour nous nourrir pendant l'hiver. Toi et Belle devrez bientôt voir le gouverneur pour sa terre, car un homme qui mange autant que Belle le fait sûrement sera bien plus que ce que nous pouvons nous permettre. Demain il doit partir. Tu le lui diras. Ce soir vous pouvez avoir la tente mais demain, il doit partir.
Trop fatiguée pour même commencer à éclairer son frère, Carline se contenta de sourire et d'acquiescer, puis alla au lit, où Sean la tint trop occupée pour se soucier de quiconque d'autre que lui. 20. Carline caressait son ventre légèrement arrondi, en se dirigeant dehors pour tirer de l'eau du puits. Elle ne savait pas à quoi s'attendre d'un bébé mi-humain, mi-démon, mais Sean ne semblait pas inquiet, alors elle s'affairait dans la chaumière que Sean avait construite pour eux, agrandissant le potager et apprenant les noms de ses voisins, qui semblaient tous déjà connaître le sien. Madame Bell? Carline leva les yeux pour voir une jeune fille à peine sortie de l'adolescence, debout à la barrière. Oui? Madame Bell, je m'appelle Sarah. Sarah Thompson. Mon mari et moi, nous sommes nouveaux dans la colonie. Nous avons perdu tous nos enfants à cause de la maladie, et il a pensé qu'un nouveau départ quelque part ailleurs pourrait aider. Elle renifla, et les larmes commencèrent à couler. Carline tapota le dos de la jeune fille, et l'invita à entrer pour prendre le thé. Pendant qu'elle mettait la bouilloire à chauffer, Sarah raconta son histoire. Elle avait essayé de concevoir d'autres enfants, mais ils étaient morts aussi, et ils avaient cherché l'aide d'une sorcière, mais cela n'avait pas aidé. J'ai entendu dire que vous connaissiez peut-être un peu ce genre de choses, et que peut-être juste peut-être, vous pourriez aider. Les yeux de Sarah étaient grands ouverts d'espoir. Ce dont la jeune fille avait besoin était une offrande fondatrice, du genre fertilité. Pas aussi sanglante que les protecteurs immortels qui pouvaient être ressuscités par le plein pouvoir d'un sacrifice fondateur, mais le sort avait néanmoins du pouvoir. Avez-vous quelque chose appartenant à l'un de vos enfants décédés? Une chaussure, un vêtement ou un jouet préféré peut-être? Demanda Carline. Nous avons une paire de petites chaussures de Tommy. C'était un cadeau de sa marraine. Il n'a jamais grandi assez pour les porter. Sarah fondit à nouveau en larmes. Carline servit du thé et du réconfort, accompagné de scones qu'elle avait cuits ce matin-là, et fixa un prix pour effectuer une bénédiction de sorcière sur la nouvelle chaumière des Thompson. Sean serait fier, elle gagnait presque autant que lui maintenant que le bruit s'était répandu sur ses talents. Contrairement à ce que William lui avait toujours dit, les sorcières étaient tout aussi demandées ici que chez eux. Surtout une sorcière dont les sorts fonctionnaient réellement, comme Sean le savait bien. Pendant que Sarah bavardait sur les projets de son mari pour sa petite parcelle de terre, les pensées de Carline dérivèrent vers les hommes qu'elle avait tués, et le rituel de sacrifice fondateur qu'elle avait presque terminé, sans l'interférence de William. Un jour, elle devrait découvrir où il les avait enterrés, et terminer le rituel. Stanley et Grant Steele et les deux autres, dont elle ne connaissait pas encore les noms. 4 protecteurs immortels seraient pratiques à avoir autour de la maison, surtout avec Sean si occupé par son propre travail maintenant. Il avait la réputation d'être l'homme le plus fort de la colonie, et tout le monde voulait son aide pour leur projet de construction. Parfois, il rentrait presque trop fatigué pour lui faire l'amour. Mais seulement presque. Oui, ce serait bien d'avoir plus d'aide à la maison, pour qu'elle ait plus de temps à passer avec Sean. Un jour. Cela a été Le cœur d'acier. Une romance de gargouille protectrice. Un récit de la série Cœur d'acier. Écrit par Demelza Carlton.